Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui nous faisons une vidéo sur la thématique du régime Murphy. On vous avait sollicité sur un sondage pour savoir quel serait le nouveau thème de nos vidéos entre la territorialité de la TVA, le régime Murphy ou l'introduction au contrôle et au contentieux fiscal. C'est pour le régime Murphy que vous avez voté le plus. Donc on a décidé bien sûr de suivre cette volonté de faire une vidéo explicative sur ce régime Murphy. On va détailler ensemble en quoi il est avantageux de bénéficier du régime Murphy, puisqu'on va voir qu'on peut obtenir une quasi-exonération d'impôts sur les produits distribués par une filiale chez la société mère. Alors on avait un petit peu parlé de ce régime sur nos vidéos explicatives sur comment développer son patrimoine immobilier, notamment par l'instauration d'une holding patrimoniale et la distribution de dividendes par une société fille à la société mère pour réinvestir ensuite cette trésorerie dans le cadre d'un autre investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus en profondeur au sujet spécifique du régime Murphy. Quelles sont les sociétés éligibles? Quels sont les produits qui peuvent être exonérés et à hauteur de combien? Donc on va voir qu'il y a des petites spécificités selon le cadre fiscal dans lesquels sont placées les sociétés lors de la distribution. On va voir aussi quelles sont les limites et les obligations du fait de ce régime fiscal Murphy et également quelles sont les clauses anti-abus qui sont faites pour justement limiter les techniques d'optimisation fiscale par l'intermédiaire de ce montage. Donc on va détailler tout ça dans la vidéo. C'est parti. Alors effectivement, avant de commencer, bien sûr, on vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager au plus grand nombre pour qu'on puisse bien développer notre chaîne et vous apporter plus de contenu en matière de fiscalité. Deuxièmement, pour reprendre, bien sûr, commencer par le commencement, il faut déjà savoir dans le mécanisme du régime fiscal Murphy, quelles sont les sociétés éligibles, puisque comme son nom l'indique, il faut une société mère, une société fille. Donc on va s'intéresser aux sociétés éligibles en tant que mère et fille, et aussi au niveau de participation entre les sociétés pour pouvoir les qualifier de mère et de fille. Alors au titre de la société mère, il faut savoir qu'il faut que ce soit une personne morale, une société qui est soumise de plein droit ou sur option à l'impôt sur la société, à la fois au taux normal ou alors au taux réduit. Parce que même les PME qui relèvent de l'IS au taux réduit vont pouvoir bénéficier du régime fiscal des sociétés mères. Et également, si on veut préciser, même les établissements stables en France de sociétés étrangères, pour les titres inscrits au bilan fiscal de ces établissements, soumis à l'impôt sur les sociétés, pourront également bénéficier du régime Murphy. Donc il en résulte que ne pourront pas bénéficier du régime Murphy les sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés. Donc elles seront exclues à partir du moment où on a une société qui est sous le régime des sociétés de personnes, article 8 du CGI. Ensuite, pour ce qu'il en est des sociétés filles, donc des sociétés filiales, en fait, il n'y a pas de forme juridique particulière demandée. De même, il n'y a pas un lieu d'implantation demandé spécifique pour le siège social de la société fille. Donc, on va pouvoir bénéficier du régime Murphy que la société filiale soit en France, en Union européenne ou hors Union européenne. Il y a une petite exception pour les filiales qui sont dans les ETNC, donc dans les États et territoires non coopératifs, puisque par principe, ces filiales sont exclues de ce régime Murphy, sauf si l'entreprise peut établir que les opérations de cette société correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour but ni pour effet de permettre dans un but de fraude fiscale la localisation de bénéfices dans ces États ou territoires. Et également, comme on l'a vu pour la société mère qui devait être à l'IS, au taux normal ou au taux de 15%, c'est la même chose pour la société fille qui doit être de plein droit ou sur option soumis à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, le régime société Murphy ne sera pas applicable si la filiale n'est pas soumise à l'IS. De même, il faut savoir qu'il faut une participation directe entre la société mère et la société fille, puisque le Conseil d'État a déjà dit que ce régime des sociétés mère-fille n'est pas applicable pour des titres détenus par une société française dans une sous-filiale, comme une sous-filiale américaine, par l'intermédiaire d'une General Partnership soumise à un régime de transparence fiscale, donc là aux États-Unis. Puisque là, ce n'est pas une participation éligible au régime. Donc il faut bien une participation directe de la société mère dans la société fille. Ensuite, au titre de la nature des titres qui sont concernés par ce régime mère-fille, il faut savoir qu'on peut viser des titres qui sont détenus soit sous la forme nominative ou alors déposés ou inscrits dans des comptes tenus par des intermédiaires. Alors, il y a une liste d'intermédiaires qui est spécialement habilitée à recevoir des titres aux porteurs, qu'ils soient en France ou hors de France. Il faut également que les titres soient détenus en pleine propriété ou en nue propriété, c'est important, puisqu'on va exclure du régime Murphy les titres qui sont détenus en usufruit, et alors même que la société aurait contractuellement la jouissance des droits de vote qui y sont rattachés. Ensuite également, il y a des spécificités pour les titres qui font l'objet d'une remise en garantie ou qui sont mis en pension ou alors qui font l'objet de prêts.
Puisque par principe, ces titres ne sont pas éligibles au régime Murphy, même si récemment le Conseil d'État en 2020 et la Cour d'appel de Versailles en 2019 sont venus nuancer un peu ces régimes, notamment au titre des produits de titres de pension, également les titres de prêt qui font l'objet pendant la durée de prêt du détachement d'un droit à dividende. Donc ensuite, au titre des participations qui sont visées par l'application du régime Murphy, par principe, ce régime n'est pas conditionné au classement comptable ou fiscal des titres. Ainsi, seront éligibles aux sociétés mères soit des titres de participation ou également des titres comptabilisés au compte de valeur mobilière de placement ou comptabilisés au compte titre immobilisé de l'activité du portefeuille. Comme on l'a dit, il faut que les titres soient détenus en pleine propriété ou en nue propriété, qu'ils revêtent la forme nominative ou alors que ce soit des titres aux porteurs sous condition. Ensuite, il faut s'intéresser au niveau de participation de détention requis, puisqu'il faut que les titres de participation détenus en pleine propriété ou nue propriété représentent au moins 5% du capital de la société fille, en sachant que ce pourcentage de capital est apprécié à la date de mise en paiement du dividende, donc c'est à la date où le dividende a été mis à disposition de l'associé, donc de la société mère. Une précision aussi importante, c'est que ce pourcentage de 5% est retenu qu'il soit ou non assorti de droit de vote, donc il est possible qu'une société ait 5% de capital mais 3% de droit de vote. Dans ce cas-là, elle sera quand même éligible au régime Murphy. Il y a également certaines exceptions, notamment du fait de la levée d'options de la souscription d'actions par les salariés, qui permet que cette condition de détention de 5% soit inférieure de manière provisoire. Alors au titre des obligations de la société mère et de la société fille, il faut savoir que lorsqu'il y a cette participation directe et qu'il y a une distribution de la société fille à la société mère va pouvoir être éligible à une exonération d'impôt sur les sociétés sur ces distributions, sauf imposition d'une quote-part forfaitaire de frais et charges, à partir du moment où les titres de la société filiale ont été conservés pendant un délai de 2 ans. Mais par exception, on pourra bénéficier directement de ce régime fiscal dès la première année de détention si on prend cet engagement de conservation des titres pendant 2 ans, et dès lors bien sûr qu'on va conserver pendant au moins 2 ans 5% du capital de la filiale. Et en cas de non-respect de cette obligation de conservation, la société mère va devoir faire une déclaration rectificative et reverser le montant qui avait été exonéré au titre de l'imposition des dividendes dans les 3 mois suivant la cession du régime. Et bien sûr, il y aura également un intérêt de retard à payer. Il faut savoir également que cet engagement de conservation est atténué du fait de certaines opérations de restructuration, notamment en cas d'apport de titres placés sous le régime spécial des fusions, d'annulation de titres résultant de la fusion entre la société mère et la filiale, sous certaines conditions, ou certains échanges de titres faits sous format fusion ou apport partiel d'actifs, ou offre publique d'échange, etc. Enfin, pour bénéficier du régime en lui-même, il n'y a pas de formalisme particulier, ça revêt une option annuelle qui se fait dans l'alias fiscal et qui est exercée, comme j'ai dit, chaque année au titre de chaque exercice dans l'alias fiscal. Il n'y a pas d'obligation déclarative particulière pour bénéficier du régime. Alors, au titre des produits exonérés, on rentre dans le cœur du régime fiscal Murphy et sur le bénéfice à proprement parler de ce régime, c'est que lorsqu'on va pouvoir bénéficier de ce régime Murphy, donc lorsqu'on va remplir toutes ces conditions, les produits que la société mère va recevoir de la filiale vont être exonérés d'impôt sur les sociétés chez la société mère, sauf imposition d'une quote-part forfaitaire de frais et charges. Donc on va voir le montant dans les slides suivantes. Il faut savoir que ça va être tous les produits nets des participations qui vont ouvrir droit par principe à l'application du régime Murphy et qui vont être perçus au titre d'un exercice. Ainsi vont pouvoir bénéficier du régime Murphy les dividendes versés chaque année, également les acomptes sur dividendes, les réserves qui sont distribuées, ou également les bonus de liquidation, les distributions de réserves, les sommes allouées à titre de partage partiel ou de rachat des droits sociaux, les avances prêts ou acomptes consentis aux associés, lorsque ces sommes vont constituer des revenus distribués, ainsi que certains intérêts excédentaires versés à la société mère et réintégrés dans le bénéfice imposable de la filiale. Cependant, toutes les distributions ne sont pas éligibles au régime Murphy, il y a quand même certaines exclusions, notamment les anciens jetons de présence, donc la rémunération de l'activité des administrateurs, ou l'avantage consenti par la filiale à la mère en lui cédant à prime minorée des titres d'une société tierce. Il y a également tous les produits perçus dans la proportion où les bénéfices distribués sont déductibles des résultats de la filiale distributrice. Donc là, on vise les montages hybrides où en fait, lorsque la filiale va verser un dividende, elle va également pouvoir déduire une partie de ce dividende de son résultat. Et enfin également, on l'a vu, en matière d'ETNC, par principe, les distributions qui sont effectuées par une filiale qui est domiciliée dans un ETNC ne seront pas éligibles au régime Murphy, sauf si l'entreprise va établir que les opérations de la société correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre dans un but de fraude fiscale la localisation de bénéfices dans ces États ou territoires. Alors lorsqu'on remplit toutes les conditions, qu'on a bien des produits qui vont être éligibles à l'exonération,
on va avoir une exonération qui va porter sur les produits nets de participation, sur lesquels on va enlever cette quote-part de frais et charges qui va être fixée à 5% par principe du produit total des participations. Et ce produit est calculé crédit d'impôt étranger compris. Et ce crédit d'impôt va correspondre pour ces filiales à l'étranger au crédit d'impôt étranger. Alors il faut savoir que ce montant de 5% est un montant forfaitaire qui va s'appliquer de plein droit quel que soit le montant des frais et charges exposés par la société mère pour l'acquisition et la conservation de ses revenus. Et également, cette exonération de plein droit d'impôt sur les sociétés va être reportée également en cas de distribution successive. On aura toujours le même mécanisme. Si ensuite la société mère verse à d'autres associés, si ceux-ci sont des personnes physiques, et là on va appliquer le régime de la flat tax. Si c'est des personnes morales, par principe, ça sera une imposition de droit commun, sauf si on peut encore bénéficier du régime mère-fille. Et si on a une distribution par la société mère à des associés non résidents, dans ce cas-là, on sera passible par principe d'une retenue à la source sur le versement des dividendes, sauf application des conventions fiscales internationales qui prévoient soit un taux réduit, soit la suppression de la retenue. Et également, il y a un mécanisme spécifique d'imputation des crédits d'impôt sur produits de filiales étrangères sur cette retenue à la source qui pourrait être potentiellement appliquée. Alors on l'a vu, par principe, ce montant de quote-part de frais et charges qui reste imposable dans le résultat de la société mère, il est de 5%. Mais il y a eu certaines réformes suite à des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, et depuis 2016, en fait, ce taux de 5% passe à 1% sur les produits de participation perçus par une société définie comme mère et qui est membre d'un groupe d'intégration fiscale à raison des participations qu'elle a dans une autre société filiale qui est également membre de ce groupe d'intégration fiscale. Ce taux réduit de quote-part de frais et charges est également de 1% pour les produits de participation perçus par une société membre d'un groupe d'intégration fiscale et provenant d'une filiale étrangère qui elle-même serait soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État de l'Union européenne, en Islande, Norvège ou Liechtenstein, donc dans l'espace économique européen, et que si cette filiale était établie en France, remplirait toutes les conditions pour faire partie de ce groupe d'intégration fiscale avec cette société membre, à l'exception bien sûr de l'assujettissement à l'IS. Là, on ne va pas détailler toutes les conditions pour faire partie d'un groupe d'intégration fiscale, ça fera l'objet d'une autre vidéo et si ça vous intéresse, on vous invite à vous abonner encore pour pouvoir suivre notre seconde vidéo sur le régime spécifique de l'intégration fiscale. Mais dans ce cas-là, sur les distributions qui seront faites entre cette filiale étrangère dans l'espace économique européen à cette société membre qualifiée de société mère, ces distributions pourront également bénéficier d'une exonération totale, sauf quote-part de frais et charges fixée à 1% des produits de participation perçus. Et troisième exception, là c'est depuis le 1er janvier 2019, c'est également un taux de 1% qui va s'appliquer aux dividendes qui sont versés par une société étrangère qui est également dans l'espace économique européen, à une société non membre d'un groupe intégré fiscalement. Et dans ce cas-là, on pourra bénéficier de ce taux de 1% sur le versement de dividendes entre cette filiale étrangère à cette société mère française, si les conditions de détention et de participation entre les deux sociétés auraient satisfait les conditions pour appartenir à un groupe d'intégration fiscale si la société étrangère était établie en France. Donc si cette société mère et la société filiale étrangère étaient les deux en France et qu'elles remplissaient toutes les conditions pour bénéficier du régime d'intégration fiscale, dans ce cas-là, elles peuvent aussi demander à appliquer ce taux préférentiel de quote-part de frais et charges de 1%. Il faut savoir que ce taux réduit, par contre, ne va pas s'appliquer si le choix pour la société française de ne pas appartenir à un groupe d'intégration fiscale est uniquement dû à l'absence d'option pour ce groupe d'intégration fiscale et à l'absence d'accord pour entrer dans ce régime d'intégration fiscale. Donc là également, on vous renvoie à notre autre vidéo sur le régime d'intégration fiscale pour avoir connaissance de toutes les conditions d'application de ce régime. Alors pour un exemple récapitulatif, pour que ça soit plus clair pour tout le monde, on va prendre l'exemple d'une société mère qui est en France et qui a plusieurs filiales. Donc une filiale dans le cadre d'un groupe d'intégration fiscale, donc qui est en France, une autre filiale en France mais qui est non intégrée, une filiale qui est dans l'espace économique européen et qui remplit les conditions pour être intégrée fiscalement si elle était en France, donc on va dire qu'elle est détenue à 99% et qu'elle est située en Espagne. Et elle a également une filiale qui est domiciliée hors Union européenne, qui est détenue à 95%. Donc on a pris le même montant de versement de dividendes, 50 000 euros pour chaque société. Et on va voir que selon la situation de la société, le montant de quote-part de frais et charges va être différent. Si on prend le principe du versement d'une distribution entre une filiale du groupe d'intégration fiscale à la société mère, là on aura la quote-part de frais et charges de 1%, donc 500 euros. Si c'est une filiale qui est hors intégration fiscale mais située en France,
là on aura l'application de la quote-part de frais et charges de 5%, donc 2500 euros. Ensuite, si c'est une filiale dans l'espace économique européen et qui remplit les conditions pour faire partie du groupe d'intégration fiscale si elle était en France, là on va pouvoir bénéficier de la quote-part de frais et charges de 1%, donc 500 euros. Et pour la filiale qui est hors Union européenne mais qui n'est pas dans un ETNC, on aura la quote-part de frais et charges de 5%, donc on aura 2500 euros imposables. Ce qui fait au total, sur les 200 000 euros de distribution sur lesquels on peut enlever le crédit d'impôt pour la distribution d'une filiale hors Union européenne, par exemple un taux à 10%, ce qui ferait 5 000 euros de crédit d'impôt, on aurait un montant imposable de 195 000 euros, donc les 200 000 euros moins les 10% de crédit d'impôt, donc 5 000 euros. Ce montant serait exonéré d'impôt, sauf quote-part de frais et charges de 1 ou 5% selon la situation des sociétés. Donc on aurait 500 euros pour la filiale membre du groupe d'intégration fiscale, 2500 euros pour la filiale en France, non intégrée, 500 euros pour la filiale dans l'espace économique européen qui remplit les conditions pour être intégrée fiscalement en France si elle était située en France, et 2500 euros pour la filiale hors Union européenne, ce qui ferait un restant imposable de 6 000 euros sur les 200 000 euros versés. Donc on voit vraiment l'avantage de bénéficier de ce régime. Donc voilà, pour reprendre un peu les avantages du régime mère-fille, c'est pouvoir bénéficier d'une exonération sur le versement des bénéfices des filiales à la société mère, donc à hauteur de 95% ou alors même 99% selon certaines situations qu'on vient de voir précédemment. C'est également par l'intermédiaire de cette exonération d'impôt sur les sociétés, c'est qu'une société qui serait déficitaire en France va pouvoir préserver son déficit reportable sans qu'il soit gommé par l'imposition de ses bénéfices provenant des filiales. Et de même, gros point important, c'est en matière d'intégration fiscale, ça va permettre d'éviter les impositions pour les distributions intra-groupes, puisqu'on aura justement une seule imposition de quote-part de frais et charges à hauteur de 1%. Alors on le voit, ce régime est avantageux, parce qu'on va permettre de bénéficier d'une exonération d'imposition sur la distribution de dividendes et de bénéfices entre une société fille et une société mère. Il faut savoir que l'administration fiscale peut quand même écarter tous les montages un peu d'optimisation fiscale qui seraient effectués par les contribuables dans le seul but de bénéficier de cette exonération fiscale, puisqu'il y a divers mécanismes qui peuvent être mis en place par l'administration fiscale. Tout premièrement par l'intermédiaire de la clause anti-abus générale, qui permet d'écarter le bénéfice du régime mère-fille, donc de cette exonération fiscale, pour tous les montages ou séries de montages, qui est mise en place avec pour objectif principal ou un des objectifs principaux d'obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet de la finalité du droit applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et des circonstances pertinents. Donc il faut bien savoir quel est l'objectif de ce régime mère-fille, pourquoi il a été instauré. Et l'objectif par essence de ce régime société mère-fille, qui va permettre de supprimer et de limiter la succession d'impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères vont percevoir des participations dans leurs filiales, est de favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles, pour le besoin de la structuration et du renforcement de l'économie française. Donc c'est un point important. Par principe, pour bénéficier du régime fiscal mère-fille, il faut que l'implication des sociétés mères dans leurs filiales vise le développement économique des sociétés filles pour les besoins de leur structuration, donc de la structuration des filles et du groupe, et du renforcement de l'économie française. C'est le Conseil d'État qui a posé ces conditions, et ce qui permet à l'administration fiscale d'écarter tout montage qui ne serait pas authentique et qui ne viserait qu'un montage purement fiscal pour bénéficier d'une exonération d'impôt au titre des distributions versées à la société mère. De même, en complément de cette clause anti-abus générale en matière d'impôt sur les sociétés qui a succédé à la clause qui existait en matière de régime fiscal mère-fille, il y a aussi la procédure d'abus de droit, puisque l'administration fiscale peut également rejeter l'application du régime société mère-fille sur le fondement de la répression des abus de droit, donc par l'article L64 du LPF, en présence d'actes fictifs ou de montages mis en place dans un but exclusivement fiscal. Notamment, l'abus de droit va être consacré lorsque l'autre motif va être négligeable et sans proportion avec l'avantage fiscal qui va être retiré de l'opération. Ainsi vont être visés par ces procédures d'abus de droit notamment la création d'une filiale intermédiaire purement fictive ou qui a pour seul objet de transformer des produits qui auraient été imposés au taux normal en France sur un régime de quasi-exonération, qui va permettre de viser principalement par ces procédures d'abus de droit lorsqu'il y a une absence de substance économique de la filiale, puisqu'elle n'aurait aucune activité opérationnelle à date de prise de participation de la société mère dans cette fille, mais avec d'importantes réserves suite à la cession des actifs, et qu'elles auraient mis en distribution par la suite, peu de temps après l'acquisition de titres, ou alors l'existence d'une contrariété entre l'acquisition des participations réalisées dans le but exclusif de bénéficier de l'exonération des dividendes reçus des filiales, grâce à une application littérale des dispositions mère-fille, et d'autre part les objectifs poursuivis par le législateur.
ou alors également lorsqu'il y avait des mises en place de montage coquillard, par lequel on procédait à des rachats de titres de sociétés n'ayant plus d'activité et dont les actifs étaient constitués de liquidités, donc dites la coquille, afin de diminuer l'imposition dont elle était redevable, en combinant l'application de l'exonération du régime Murphy aux dividendes reçus de la coquille et la déduction d'une provision pour dépréciation de titres. Ainsi, à titre d'exemple, le Conseil d'État a déjà refusé l'exonération de dividendes sous le régime Murphy pour une filiale qui aurait cessé toute activité et dont son seul actif était uniquement constitué de trésorerie. Et dans ce cadre, le Conseil d'État s'était appuyé sur l'objectif du législateur qui était de favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique des filiales. Il a également pu juger qu'il y avait abus de droit lors de l'acquisition d'une filiale réalisée dans le seul but exclusivement fiscal de bénéficier du régime Murphy, à raison de sommes qui, sans l'interposition de cette filiale, auraient été taxées en France comme des intérêts. Et pour une dernière décision du Conseil d'État, il y a également le Conseil d'État qui a pu, dans ce cas-là, écarter l'abus de droit dans le cas d'une société française qui avait souscrit à l'augmentation de capital d'une société belge avec un statut de centre de coordination du groupe auquel les deux sociétés appartenaient, et cette opération d'augmentation du capital ne présentait pas un caractère fictif et n'avait pas été réalisée dans le seul but d'éluder l'impôt, dès lors que le centre de coordination exerçait une véritable activité disposant à cet effet de moyens humains importants, lui permettant de réaliser un chiffre d'affaires conséquent. Donc voilà, il y a ces notions de montage non authentique, d'absence de substance économique de la filiale qui vont être importantes pour mettre en œuvre ces procédures d'abus de droit ou la clause anti-abus générale en matière d'impôt sur les sociétés, et sur lesquelles il faut veiller afin d'éviter toute contestation de la part de l'administration fiscale sur cette exonération d'impôt sur les sociétés en matière de distribution de dividendes entre une filiale et la société mère. Donc il faudra bien justifier, être dans l'objectif de ce régime société mère, à savoir favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française. Nous en avons terminé avec cette vidéo. On vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager au plus grand nombre. Vous pouvez également nous laisser en commentaire toutes vos questions que vous avez sur le régime Murphy. Également tous les sujets que vous voudriez voir traités dans de nouvelles vidéos afin qu'on puisse vous apporter le plus d'informations en matière fiscale.